Mesdames et messieurs, on va reprendre, s'il vous plaît. Si vous voulez bien prendre place, les meilleures choses ont une fin. Merci de bien vouloir vous asseoir, puisqu'on a un gros programme. Ouh. Comme on dit à l'Assemblée nationale, murmure dans la salle. Ouais. Je vais sortir une petite fiche. Tout ça a été un peu préparé. Merci de bien vouloir vous asseoir. Monsieur Maraninki, Monsieur Pistoletto, je vous rappelle à l'ordre. S'il vous plaît. Bon, on a commencé, les gens sont arrivés à 9h, donc c'était avant. Dominique Dominique, on va reprendre, s'il vous plaît, excusez-moi. On va reprendre. Merci de bien vouloir vous asseoir. On va commencer à l'instant. Oui, c'est possible d'y aller. C'est au fond à droite. Oui. De toute façon, attends. Faut laisser. Je suis le maître des horloges. Vous connaissez, j'imagine? Oui. Paris. C'est bien. Ils se retrouvaient à Marseille. Oui, voilà, exactement. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ouais, question qui était. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien prendre place, dans un instant, ça va commencer. Je n'ai pas remercié à la fin de la table ronde nos trois intervenants, et donc je tiens chaleureusement à leur apporter tous nos remerciements d'avoir pris le temps de venir, à Fethi Ben Slama,
à Dionysie Albera et Isabelle Saint-Martin, qui d'ailleurs reparlera dans l'après-midi, comme Cynthia Fleury tout à l'heure. Donc, nous sommes. Donc, après, on continue ce périple. Hein, donc, après écouter, voir, partager, le temps est venu de parler à partir de l'hôpital, de accueillir, puisqu'il paraît que c'est une de ses missions premières. Donc pour cette séance, cette séquence sur accueillir, donc trois invités, Cynthia Fleury qui nous vient de Croatie. Ils ont fait l'amitié d'être là ce matin. Merci d'avoir pris le... Voilà, c'était pas un peu compliqué de rendre ça possible, mais vous êtes là et donc on est très heureux de vous accueillir. Cynthia Fleury qui est philosophe et psychanalyste et qui a créé une chaire de philosophie à l'hôpital et on en reparlera. François Crémieux, qui dirige ce qu'on appelle ici l'APHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et donc Norbert V, qui est le directeur actuel de l'IPC, l'Institut Paoli Calmette, et qui est donc un des organisateurs de toute cette journée. Et c'est à l'IPC, justement, qu'existe ce lieu de recueillement. Alors, ma première question pour vous, Norbert V, c'est que représente pour vous le fait d'avoir un tel lieu de recueillement dans l'hôpital que vous dirigez? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Parce qu'on a pu le voir dans la discussion que ça n'allait pas de soi dans tous les hôpitaux. Et donc, qu'est-ce que la singularité de ce lieu, la singularité de cette œuvre, du Maître cube d'infini, et de ces alvéoles qui rassemblent les différentes religions ou ceux qui n'en ont pas, quelle est la portée pour vous dans le rapport à l'accueillir pour l'hôpital tel qu'à Paoli Calmette? Norbert V. Alors, ce qui est clair, c'est si on est là aujourd'hui tous ensemble à discuter tout ça, c'est que c'est quelque chose qui nous semble très important dans cet hôpital. Les singularités, les particularités de ce lieu, elles ont été déjà pas mal évoquées dans la matinée, mais je crois que un des éléments importants, c'est le caractère multiconfessionnel et y compris l'ouverture vers les non-religieux, aussi derrière quand même le caractère multiculturel également dans une ville qui est très marquée par le cosmopolitisme, et donc ça s'intègre quand même très bien dans les populations de patients qu'on accueille à l'Institut Paoli Calmette. Deuxième particularité, et ça je pense que ça en fait vraiment une singularité très forte, c'est que c'est une œuvre d'art. Et donc par là ça apporte une dimension je pense supplémentaire à ce que les patients vont pouvoir recevoir et amener dans ce lieu. Et puis dans les autres particularités, c'est la particularité de ce qui se joue à l'IPC autour de la maladie cancéreuse. On aura peut-être l'occasion d'en parler avec François Crémieux qui dirige des hôpitaux généraux. Chaque spécialité médicale, elle est associée à des profils de patients particuliers qui sont confrontés à des maladies particulières et qui donc ont des besoins qui sont différents. Et donc à un moment, on essaie justement de prendre de plus en plus en compte les spécificités de chacun dans une médecine qui devient de plus en plus personnalisée. Et c'est vraiment le cas de la cancérologie. La dimension de ce lieu dans un hôpital qui prend en charge les cancers, c'est très particulier. Et on l'a bien senti avec la création sonore qui a ouvert cette journée. Alors moi j'étais au premier rang, donc j'ai pas vu ce qui se passait derrière, mais moi j'ai trouvé que ce moment-là était assez bouleversant. Alors c'est étonnant parce que c'est mon quotidien depuis une trentaine d'années maintenant d'entendre ces choses-là. Mais je crois que ce qui l'a rendu particulier ce matin, c'est la condensation de ces moments, de ces phrases très touchantes, très émouvantes, que les soignants ont l'habitude d'entendre. Mais pas avec toujours la même intensité. La présentation, forcément, a rajouté quelque chose. Et donc ça, c'est le talent des personnes qui s'en sont occupées.
Et puis je dirais aussi que pour les soignants, en fait, on est toujours déstabilisé chaque fois qu'on se retrouve, quand on n'est plus acteur, Oui, et qu'on est un peu spectateur, enfin en l'occurrence auditeur. Donc je pense que, et mes collègues qui sont dans la salle, je pense ont probablement ressenti la même chose. il y a un élément que soulignait Béatrice Tergazarian dans son récit, c'est aussi que ce lieu est certes dédié aux patients, mais que les soignants s'en sont volontiers emparés. Oui, ça c'était plutôt une surprise, hein, mais du coup ça montre bien l'utilité en fait de ce lieu, qui est effectivement pas seulement pour les patients et pour leurs aidants, mais également pour les personnels. Ce qui est important, je pense, dans la vie de l'hôpital, qui est quand même de plus en plus trépidante. On a des activités qui sont de plus en plus denses, des séjours qui sont de plus en plus courts. Donc les choses qui se jouent à l'hôpital se jouent dans une temporalité qui est en train de s'accélérer, qui est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les personnels de santé sont un peu en difficulté ces derniers temps. Et d'avoir un endroit comme ça où on peut se détacher, se sortir de là, de cette tension, et y trouver du répit. Ça, c'est un terme qui vient de nos collègues des soins palliatifs, cette notion de répit, mais qui est extrêmement importante. Voilà, je pense que c'est Et est-ce que c'est justement le fait qu'il y ait une œuvre d'art au centre? Parce que finalement, la place de l'art, comme des religions à l'hôpital, ne va pas tout à fait de soi. Est-ce que c'est le fait que ce soit une œuvre d'art change la donne et donne finalement une force et une singularité à ce lieu, à l'Institut Paoli Calmette et à l'Institut Paoli Calmette lui-même, puisque d'une certaine façon, c'est un peu une exception. J'ai tendance à le croire, mais je me garderai de commenter, d'aller dans des sujets où il y a des gens qui ont déjà commenté et de façon qui sont beaucoup plus experts que moi là-dessus. Mais effectivement, enfin, pour moi, c'est une évidence. Alors, François Crémieux, donc vous dirigez l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, mais vous êtes aussi un membre actif de la revue Esprit et du groupe Esprit qui s'est créé à Marseille. Donc, ces questions-là ne sont pas étrangères. Qu'est-ce que, je dirais, en premier lieu, qu'est-ce qui vous frappe ou vous intéresse dans ce lieu de recueillement à l'hôpital? La place de l'art, est-ce que c'est une place qui pourrait avoir lieu d'être avant qu'on parle effectivement du temps, qui est une des autres questions qui vous occupe fortement dans la réflexion. Nous sommes convenus que vous témoignez, vous exprimez d'abord, et puis Cynthia Fleury réagira après. Donc, à partir de votre expérience à Marseille et aussi dans d'autres hôpitaux ou dans des zones de crise, je veux dire, cette place, comment vous voyez cette place de l'art et de ce qu'a rendu possible ce mètre cube au milieu et cette pluralité religieuse à l'hôpital où les tensions ne sont pas tout à fait négligeables? On l'a vu récemment dans l'actualité avec un brancardier qui s'est fait agresser. Alors, merci beaucoup aux organisateurs et merci beaucoup pour l'invitation et pour ce débat et pour la passion partagée ce matin. Et donc, effectivement, alors avant de revenir sur la question précise du temps, du recueillement, sur la question des lieux et des espaces. De l'art. Comment ? Et de l'art. Des lieux, des espaces et de la place de l'art. Alors d'une part, donc de là où je parle, qui est d'être un praticien de la gestion, du fonctionnement, de l'organisation. Je ne suis pas un praticien de la médecine, je ne suis pas médecin et je suis donc un peu plus éloigné du cœur du débat de la relation avec le malade ou avec la maladie. Mais la question de ce que l'on fait des espaces est une question qui se pose de manière pluricotidienne. Alors d'une part, elle se pose sur la question du long terme. On est en train de réfléchir, et c'est le cas de plein d'hôpitaux à chaque moment de leur existence, sur ce que doivent devenir nos bâtiments, nos espaces, des espaces qui ont été conçus pour ce qui est de Marseille par un très grand architecte. Je parle des deux grands bâtiments de la PHM, la Timone et l'Hôpital Nord. La seule conception de ces bâtiments a été, à l'époque, réfléchie comme étant pour partie la place de l'art dans la ville, avec cette architecture des guerres et des bâtiments qui
encore aujourd'hui, sont des bâtiments qui marquent esthétiquement la question de la ville et qui donc marquent esthétiquement la question de la place de la maladie ou de la place de la santé, pour être plus général, au sein de la ville. Ces deux bâtiments, ils ont évolué, ils ont vieilli, vous les connaissez ou pas, je ne sais pas, ils continuent pour vous à résonner comme étant des bâtiments de santé, je ne sais pas non plus, quand vous quittez Marseille vers le nord et que vous voyez cette grande tour, je ne sais plus très bien aujourd'hui, ou cette grande barre plutôt, si vous y voyez la barre symbolique du soin dans la ville ou la barre symbolique des quartiers nord et des grands immeubles. Mais donc, on a un enjeu de défocuser ou de dézoomer un peu, mais qui est sur la question de la relation de l'architecture et donc de l'art avec la question du soin. Il se trouve qu'on est en train de réfléchir à la construction de nouveaux hôpitaux, notamment à Timone. Il se trouve que pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a désigné un architecte pour construire le futur bâtiment femmes, parents, enfants. Et donc, il se trouve que la question du lien entre la place de l'art au sens architectural du terme et la place du soin est une question qui se pose donc sur le long terme. Et puis on est en pleine actualité finalement. Bon, on aurait pu se voir il y a 2 ans ou dans 2 ans, on aurait voilà, c'est une actualité permanente. Et puis il y a la question, si on rezoome un peu, de l'organisation à l'intérieur des espaces, de comment fonctionnent nos hôpitaux et donc de quelle est la place, et là on va être obligé de faire un peu le lien avec le temps, mais quelle est la place ou le lien entre des lieux de l'art, à la fois de l'architecture interne et puis aussi des œuvres d'art. Vous rentrez par le grand hall de la Timone, il y a une œuvre d'art qui est consacrée au don d'organes. Nous avons pensé collectivement, pas plus moi qu'un autre, mais qu'il était utile de placer à cet endroit-là un élément d'art qui fasse qu'en rentrant dans l'hôpital, des gens, des patients, des soignants, des proches, s'interrogent sur un point particulier qui est celui du don d'organes. On pourrait s'interroger pourquoi le don d'organes et pourquoi pas une œuvre d'art sur autre chose. Et puis peut-être que vous auriez un avis sur l'œuvre d'art en question et que vous penseriez qu'elle est belle ou pas, qu'elle est pertinente ou pas. Mais en tout cas, je trouve important de se dire qu'il y a cette utilité, je crois, assez consensuellement partagée, que si nous plaçons une œuvre d'art, et d'ailleurs en face de l'œuvre d'art, il y a un piano. On peut s'interroger sur la question. Mais ce sont des prétextes à se poser ou à se rencontrer et des prétextes à réfléchir. Et donc effectivement, les hôpitaux ont eu l'habitude, il y a eu quelques rappels tout à l'heure sur Bretonneau, sur Garches ou sur ailleurs, d'essayer d'en appeler à des artistes pour finalement nous aider à prendre du recul sur ce qu'est le quotidien immédiat, et notamment le quotidien de la technique et de la prise en charge, et donc de la douleur et de la souffrance, et en se disant que l'art était un moyen, pardon de le dire comme ça, et peut-être d'en dégrader l'idée, mais un moyen de poser ces questions-là. Y en aurait-il d'autres? Probablement. Et d'ailleurs, on a été un peu harcelé ces dernières années de techniques managériales pour essayer de compenser parfois l'absence d'art et de temps pour apporter des questions à des réponses similaires. Je crois qu'on est en train de se rendre compte, et que la crise Covid nous l'a mis en pleine figure, que les techniques managériales qui avaient eu la prétention de remplacer du temps, des moments de l'art, un piano ou une œuvre pour nous aider à réfléchir, nous ont manifestement pas beaucoup aidé au moment où voilà, la crise était là, où il fallait urgemment réfléchir. Justement, vous faites le lien avec cette question du temps, et qu'on a appelé le temps de recueillement, ou j'aime bien cette expression qui vient de Romain Gary, de la marge humaine, de cette façon dont face, je dirais, un peu au vertige du management et de l'accélération technologique à l'hôpital, la question de l'accueillir voilà, pose un certain nombre de problèmes. Donc, comment vous appréhendez l'un et l'autre cette question du temps en dehors simplement du temps du soin, qui est, on l'a entendu, ce besoin de se recueillir. Donc, voilà, dans le rapport au temps, François Crémieux et puis Norbert Veil. Après, je laisserai la parole à Cynthia Fleury. Alors, je m'étais longuement préparé à cette séance, et c'est pour moi la question. Je ne sais pas si les philosophes ont d'autres questions à se poser sur l'hôpital et sur la santé. Je pense que la question du temps est devenue la question. Alors, d'abord, le temps du recueillement, je me suis d'abord dit, le temps du recueillement, ce n'est pas une question dans mon quotidien. Alors, sauf si, à chaque fois que je me demande à moi-même, ou que je regarde mon agenda, ou je discute avec mes assistantes en disant « ce serait bien que j'ai un peu plus de temps pour réfléchir, un peu plus de temps pour prendre du recul, un peu plus de temps pour penser à la semaine prochaine », si finalement penser à la semaine prochaine, prendre du recul et réfléchir, c'est du recueillement, alors je vous confirme que c'est une question qui est une question quotidienne. J'ai rarement un préavis de grève de la part d'une équipe ou d'infirmières pour me dire on aurait besoin de discuter avec vous, et on menace de faire grève parce qu'on manque de temps pour se recueillir.
Ce n'est pas non plus dans le vocabulaire actuel de nos syndicats. Néanmoins, des rencontres et des préavis de grève sur on aurait besoin de plus de temps pour partager, pour débriefer, pour les transmissions. On a besoin de plus de temps pour se former, on a besoin de plus de temps pour réfléchir, on a besoin... Ça, c'est pour quotidien. écouter aussi. On a besoin de plus de temps avec les malades pour écouter, etc. Donc finalement, si ça aussi, c'est un peu du temps de recueillement, alors c'est une question quotidienne. Et puis, dans notre fonctionnement institutionnel, si je compte le nombre d'heures consacrées à la question de la gestion du temps, les 35 heures, le travail de nuit, le travail de jour, le matin, l'après-midi, etc., c'est également une question quotidienne. Et donc, le temps du recueillement est, le temps tout court, le temps du recueillement, une question majeure. Alors, là où ça devient compliqué, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a un temps à l'hôpital, qu'il y aurait le temps du recueillement ou de la réflexion. Et je pense que là où ça se complique, c'est que le temps à l'hôpital se joue dans une véritable guerre des temps. Alors, je ne sais pas si le mot guerre est exagéré, en tout cas dans un rapport de force des temps, qui est un rapport de force extrêmement conflictuel. Parce que le temps des malades et le temps de la maladie est une chose. Il est un temps, Ricoeur a beaucoup travaillé sur le sujet, mais un temps qui est un temps qui s'est considérablement allongé. La différence avant la guerre, ou en tout cas jusqu'au 19e siècle, et peut-être jusqu'à la guerre, la différence majeure entre le handicap, l'accident et la maladie, c'est principalement le rapport au temps. Le handicap laissait du temps long, l'accident laissait un temps un peu binaire, on allait survivre ou pas survivre. Le temps de la maladie était un temps d'attente de la mort. C'était un temps, jusqu'à récemment, où la maladie allait marquer le temps. Aujourd'hui, la maladie est entrée dans un temps long et dans un temps de plus en plus long. Et donc les malades qui viennent à la PHM, pas loin d'1 million de malades, 1 million de personnes par an, viennent avec un rapport au temps, un rapport à la maladie qui est un temps long, parfois un temps qui est un temps qui a démarré au début de leur vie, avec des années, des dizaines d'années de maladie, mais très souvent, y compris dans le champ du cancer, un temps qui est un temps long. Et donc, les malades, et Ricoeur traite de cette question-là, du temps long de la maladie, pose la question voilà, de ne pas être malade à temps plein, d'avoir une organisation de sa vie qui soit compatible avec une organisation familiale, professionnelle, etc. Donc, il y a le temps des malades, on peut en dire plus loin. Puis, il y a le temps des soignants. Alors on pourrait dire de manière assez naïve, évidemment, ils sont embarqués ensemble, et le temps des soignants, c'est le temps des malades. Pas du tout. Le temps des soignants, c'est un temps qui est en contradiction tous les jours avec le temps des malades. C'est le temps, d'abord, d'un temps qui est extrêmement rythmé, d'un temps non pas qui s'accélère. Là, pour le coup, je pense que le rythme du temps, il est dans le cube. Il n'est pas en train de s'accélérer ou de se ralentir, il est ce qu'il est. Ce qui accélère ou ce qui ralentit, c'est nous, c'est pas le temps. Mais donc le temps des soignants est un temps qui est segmenté, qui est un temps fait de comptage horaire. Les personnels de la PHM, pour certains d'entre eux, sont en 7h36. Vous imaginez des discussions dans cette salle à négocier de savoir si c'est 7h36 ou s'il faut modifier un peu l'organisation de temps. Mais 7h36, c'est la déclinaison rationnelle d'un 35 heures qu'on a divisé par un certain nombre de jours. Et donc vous avez des gens qui disent il est 7h36. Pas tous, pas la majorité. Mais... Et donc le rapport au temps, c'est un rapport où, par exemple, quand un malade va venir à l'hôpital avec une logique de temps long, il va rentrer à l'hôpital, comme l'a dit Norbert, avec un temps très court à l'hôpital, quelques heures, grand maximum quelques jours, et va côtoyer une infirmière probablement une seule fois. Parce qu'entre le temps des soignants et le temps du malade, on ne va revoir la même infirmière qu'une seule fois et le même médecin parfois que quelques heures. Et puis, et ça renvoie à la question de la responsabilité et presque de l'éthique de responsabilité des soignants vis-à-vis du temps de la maladie. Est-ce qu'on est responsable du temps de la consultation, du temps de la chirurgie, ou est-ce qu'on est responsable du temps long? Et puis, et je m'en arrête là, c'est le troisième sujet, et là c'est plutôt Foucault un peu dans le texte, c'est la question du temps de l'institution. Foucault a détaillé la question du rapport dans les hôpitaux et a travaillé sur les prisons, mais dans les hôpitaux de l'impact du temps de l'institution sur à la fois le temps des professionnels et le temps des malades. Et ce que Foucault décrivait dans les années 60, c'est, j'allais dire aggravé, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais en tout cas, c'est accentué de manière très forte. Et évidemment que l'institution impose un temps aujourd'hui, y compris avec l'informatique, avec des procédures, avec des règles, avec l'articulation des temps. L'heure à laquelle on vous réveille le matin à l'hôpital est très largement due à l'heure à laquelle il faut faire les premiers prélèvements sanguins, parce qu'il faut qu'à la bonne heure, les tubes arrivent au laboratoire, parce qu'il est important que le temps des machines des laboratoires soit compatible avec le temps du retour du résultat, pour qu'à 9h15, quand on a prévu que vous montiez au bloc, vous puissiez monter au bloc avec le résultat. Et donc le temps du réveil, l'heure du réveil, et donc l'heure à laquelle vous allez manger votre biscotte le matin, est directement lié à l'heure des machines de la biologie pour remonter le bon temps à la chirurgie. Et donc ce temps, et je m'en arrête là, entre le temps de la maladie qui s'est allongé, mais le temps du passage à l'hôpital qui s'est écourté, le temps des soignants qui s'est segmenté, et le temps de l'institution qui commence à s'imposer, on a une guerre des temps, et donc le temps du recueillement, il va falloir le trouver. Vertige du temps. Alors,
Donc, on a un temps feuilleté, comme vient de nous le raconter François Crémieux. Est-ce que cette guerre des temps vous paraît une expression qui a lieu d'être à l'hôpital? Surtout que la question que l'on se pose ici, c'est la question de l'accueillir. Comment bien y accueillir et comment préserver cette marge humaine, cette dimension humaine qui est fondatrice aussi de l'accueil à l'hôpital. Norbert Hervé. Je crois que François, il a ouvert une série de sujets de débat et de colloques pour les 10 années, les 10 années On qui va viennent. pas s'arrêter en Donc je vais peut-être pas tout commenter, mais effectivement, c'est vraiment des questionnements qui sont très importants. Alors peut-être moi, dans mon domaine, qui est celui de la cancérologie, effectivement, dans la temporalité, il s'est passé quelque chose qui a accompagné les progrès thérapeutiques. C'est qu'on est sorti de la binarité de traitement intensif court, je guéris, et donc j'ai accès à un temps long, mais en dehors de l'hôpital. Et puis sinon, c'est un temps court, malheureusement, parce que la vie s'arrête rapidement, avec maintenant la notion qu'un certain nombre de patients vont vivre avec le cancer et que nos établissements deviennent aussi des lieux de vie d'une certaine manière sur des temporalités qui, là, pour le coup s'allongent. Donc ça change évidemment le rapport qu'on a avec les gens et à ce qu'on doit leur apporter. Quand tu parlais d'éthique, de responsabilité, effectivement, la grande question qui se pose pour nous, et ça rejoint le sujet du jour autour de ce lieu de recueillement et d'autres choses, c'est jusqu'où les soignants doivent se préoccuper de choses qui ne sont pas tout à fait la maladie elle-même. Je crois que il y a un élément de réponse qui émerge de façon toute naturelle, c'est qu'on s'occupe de plus en plus de choses qui ne sont pas forcément la gestion très technique de la maladie, et ça répond à des attentes qu'on avait vu émerger au moment où on avait commencé sous l'impulsion de Dominique à demander un peu leur avis aux gens sur quelles étaient aux patients, quelles étaient leurs attentes. Alors dans ces problématiques de temporalité aussi, moi, et par rapport à la notion d'accueil, il y a aussi quelque chose que je trouve intéressant, qui est que, moi j'y vois deux temps en fait dans l'accueil. Il y a le temps immédiat qui est celui de l'accueil au sens de l'admission, comme on dit dans les hôpitaux, qu'on est en train, d'ailleurs, le risque c'est de la déshumaniser. En allant à ma consultation avant-hier, je suis passé devant un truc qui avait écrit bande d'accueil. Donc c'est un machin qui fait que vous rentrez votre carte vitale dedans, et puis vous sort une fiche, et puis vous allez attendre, on vous dit où aller voir le médecin que vous allez voir en consultation. Donc ce truc-là est efficace, mais enfin c'est pas très. Et puis alors esthétiquement, la machine, on aura peut-être des progrès, on aurait des progrès à faire. Mais on sent que c'est un moment où il y a quand même pas mal de choses qui se jouent et où il y a. Il faut qu'on se préoccupe de savoir ce que l'hôpital est en train de raconter sur lui-même à ce moment-là, qui est critique, puisque c'est le moment où les gens nous découvrent en fait. Puis je peux vous dire qu'à l'Institut Paoli Calmette en particulier, les gens quand ils franchissent notre porte. Voilà, c'est quand même saisissant. C'est un peu saisissant et et franchement pesant. Et là, l'hôpital, il doit rapidement pouvoir dire, se raconter, quelles sont ses valeurs, comment on considère les gens, etc. Et là, c'est là où l'art peut vraiment apporter des choses avec la symbolique qui peut être apportée. Et puis après, il y a un deuxième temps qui est celui de l'hôpital en tant que lieu d'habitation d'une certaine manière. Un lieu de vie d'une certaine manière. Comme un lieu de vie. Nous, on a des secteurs, notamment dans l'hématologie, où les durées de séjour moyennes sont de l'ordre de 30-35 jours. Et là, du coup, on ne réfléchit plus du tout de la même façon. Et d'ailleurs, on a travaillé à adapter les conditions d'hébergement des patients, évidemment, mais aussi, par exemple, de leurs accompagnants, parce que ce n'est pas la même chose quand on doit passer 2 jours dans un endroit ou si on doit y rester pendant plusieurs semaines. Et puis, on essaie d'apporter, de s'adapter aux besoins des patients. Et quand François mentionnait le repas qui est servi à des heures hallucinantes, voilà, nous, on a un programme pour les jeunes patients et on a pensé que les jeunes, ça les gonfle de dîner à 18h30. Et donc, si vous avez moins de 25 ans à l'Institut Paoli Calmette, vous avez le droit de demander un snacking, donc bouffer des saletés, à 22h. Par contre, les autres, les vieux, ils vont manger des légumes à 18h30. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se préoccupe des conditions de vie de nos patients. Voilà des exemples concrets. Alors, Cynthia Fleury, comment donner du temps
à la psyché, aux soins de l'âme. J'imagine que c'est une question centrale pour vous comme psychanalyste. Et puis surtout, vous avez créé une chaire de philosophie à l'hôpital, pas à l'université. Alors comment est-ce que vous entendez ces témoignages de Norbert Wey et de François Crémieux à propos de l'accueillir et du vertige du temps d'un hôpital que finalement vous connaissez assez bien, puisque voilà, pour vous, c'est une question voilà, au quotidien. Je rappelle que vous avez sorti un très beau petit texte qui s'appelle « Le soin est un humanisme ». En première réaction à l'écoute de ces deux interventions de directeurs d'hôpitaux. Alors sur la question de l'accueillir, peut-être rappeler déjà que, si vous voulez, en philosophie, ça structure des grands courants de philosophie, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que c'est qu'une philosophie de l'accueil. Vous avez toute une tradition de l'éthique. Ça va de Lévinas à Derrida, qui considère que précisément quand on veut définir ce qu'est l'éthique, on parle de l'accueil, et notamment on vient poser l'inconditionnalité de l'accueil, c'est la question de l'hospitalité, etc. Donc il y a un grand courant comme ça qui va définir le rapport à l'autre et à la responsabilité par la question de l'accueil, et ça monte même jusqu'à l'éthique du care aujourd'hui, où on va encore une fois produire un sujet par rapport à mon positionnement par rapport à la reconnaissance de l'autre. Donc ça, c'est un grand courant éthique. Vous avez un grand courant politique, et tout ça est lié bien sûr, mais qui va de Kant à Ulrich Beck, et c'est la grande tradition du cosmopolitisme, qui considère qu'en fait la politique ne peut pas se dire politique, et la construction de la paix ne peut pas être justement efficace si elle ne vient pas organiser la question de l'accueil. Alors avec des conditionnalités, mais malgré tout, comme si ces conditionnalités étaient structurantes, si vous voulez, du fait qu'il y a une politique. Donc ça, c'est un deuxième grand courant. Et puis il y a un troisième grand courant en philosophie qui est plutôt, je dirais, la phénoménologie. Et on l'a vu, hein, tout ça, on a parlé de tout ça aujourd'hui, c'est-à-dire Husserl, Merleau-Ponty, Jean-Luc Nancy. Et là, c'est le fait que l'expérience de l'accueil, on l'a raconté ici, nous modifie. L'expérience de l'accueil, en fait, est un mode d'interaction avec autrui, avec les autres, et que, véritablement, c'est l'expérience phénoménologique du rapport au monde. Bon. Donc on voit que tout ça, en fait, on le raconte tous les jours dans nos espaces-lieux, et on essaye dans les hôpitaux, puisque la manière dont on va considérer ou pas que l'hôpital est un lieu d'accueil raconte quelque chose, bien évidemment, de notre rapport éthique, raconte quelque chose de notre politique de santé publique et autres, et la manière, et on sait aussi, si vous voulez, que c'est ce qui a été dit tout à l'heure par François Crémieux quand il disait mais vous avez tous dans l'œil, entre guillemets, tel ou tel hôpital. On sait très bien que les distances spatiales, les distances physiques sont des distances normatives. Et que du fait de placer l'hôpital au cœur de la cité ou très très loin, c'est pas la même chose. Et donc il y a une très très grande histoire sur les hôpitaux psychiatriques, de savoir si on les intègre ou Michelangelo Pistoletto parlait de relégation. Exactement. Donc c'est véritablement, on sait que l'hôpital est pilier de la cité quand on voit ces instances à l'intérieur de la cité et qu'elles constituent notre rapport à la communauté, c'est-à-dire la manière dont on prend soin les uns des autres constitue notre rapport à la communauté. Alors sur la question des temps, bah oui, je crois que c'est une vérité de l'hôpital et des services publics en règle générale de ce conflit des temps, avec je pense la nécessité pour tous, hein, tous les soignants, je vais aller du côté des soignants, racontent qu'ils ont besoin de temps pour différentes choses. La réflexivité de leur pratique. Bon, et pas simplement le débriefing, etc., les transmissions, mais simplement, si vous voulez, produire du sens sur son travail. Produire du sens sur son travail et avoir la main sur la possible réforme de son travail et non pas être réformé par uniquement l'extérieur. Mais produire de manière endogène une réflexivité sur son travail, ça demande du temps. Ensuite, il y a toute la question, on l'a dit, de la
de l'humanisation ou de la déshumanisation, de la question du respect de la personne dans sa singularité. Et donc, ça veut dire éventuellement la possibilité d'accueillir un peu de temps propre de l'autre, sachant que c'est pas simple, hein, puisque chacun a un temps propre. Il y en a qui vont considérer que l'efficace, c'est l'ultra-vitesse. Hein, et pas du tout le temps long. D'autres, au contraire, qui vont avoir besoin, pour produire une alliance thérapeutique, pour produire un transfert, de temps long. Donc, tout ça, c'est déjà voilà. Mais, et on voit bien d'ailleurs que l'art, dans sa fonction, je dirais, de médiateur, même si moi je défends bien sûr la valeur intrinsèque de l'art et pas que la valeur instrumentale, mais malgré tout, il y a une fonction de médiation de l'art. On voit sans doute que il y a une possibilité de dialogue de ces temps-là. Parce que pour certains, aller dans cet endroit, ce sera un lieu de recueillement, d'autres de répit, d'autres tout simplement de décélération. Et donc, on a ça. Il y a aussi cette dimension qui est singulière dans ce lieu, c'est la pluralité religieuse. Et donc, dans la clinique de la dignité, vous faites référence à la pensée de Fanon, qui lui-même était un clinicien à l'hôpital, d'abord à Lyon, puis en Algérie. Et donc, ce qui me paraît aussi une question majeure et qui se joue fortement en France et ailleurs, mais singulièrement à Marseille, c'est cette présence, je dirais, de la pluralité d'appartenance, religieuse ou pas, mais en tout cas, on est dans le divers. C'est-à-dire que c'est pas une dimension monolithique, et on est sorti de cette dimension monolithique. Là, on est passé effectivement d'une aumônerie à un lieu pluriconfessionnel pour accueillir et se recueillir. Donc, comment cette dimension-là participe aussi de votre réflexion sur la clinique de la dignité et le soin? Là encore, si vous voulez, ça a été dit tout à l'heure par Fethi Benslama, quand il a expliqué sur ce rapport au sacré, qui était plus intéressant là aussi dans l'expérience phénoménologique, c'est-à-dire dans les processus de sacralisation plutôt que les objets dits sacrés. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est comment un lieu nous transforme et nous permet d'être les uns avec les autres. Et donc, ce qui est intéressant dans un lieu dédié, si j'ose dire, à l'accueil de l'universel, mais sous-entendu par le pluriel, et non pas par un universel de surplomb, mais au contraire par quelque chose qui est le divers qui à la fois trouve sa place, se découvre, et en même temps trouve sa place d'autant plus, parce que je pense que les uns et les autres sont heureux d'être accueillis en tant que tels. Et c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire la possibilité aussi de partager avec autrui. Hein, c'est une des définitions d'ailleurs de l'éthique du Caire, c'est de dire pouvoir être affecté par le malheur de l'autre. Bon, pouvoir être affecté par le malheur de l'autre, ça constitue aussi une responsabilité, une éthique. Et je pense que dans des moments d'intime, de souffrance, de blessure, c'est compliqué, parce que dans un premier temps, souvent, il y a un phénomène de repli, il y a un phénomène de refuge, et sans doute qu'on va dans un lieu pour d'abord être accueilli, reconnu comme tel, et puis dans la sublimation possible de la douleur, il y a quelque chose qui s'ouvre, et au contraire, la possibilité de rencontrer et le malheur de l'autre, mais aussi sa compassion, sa sympathie et l'empathie, ça nous emmène ailleurs, et ça nous relie d'une certaine façon au générique humain. Et on retrouve les cordes qui traverse le mètre cube d'infini. François Crémieux, est-ce que cette expérience du lieu de recueillement et de cette place de l'art, est-ce que c'est un chemin sur lequel vous pensez vous engager, en tout cas une réflexion, est-ce qu'elle est engagée à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, dans cette complexité de cette guerre des temps, est-ce que des lieux qui ont un rapport à l'art vous paraissent au fond une nécessité de notre époque, peut-être pour ralentir, en tout cas retrouver cette marge humaine? Alors en fait, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Des lieux où on puisse se poser et ralentir, oui, il y en a quelques-uns, on va en développer d'autres. C'est la Pinède de l'hôpital Nord est un lieu de recueillement. C'est une pinède, elle est juste en dessous. Les pins sentent bon, il y a des tables en bois. On développe des salles de sport, plus ou moins utilisées, mais il y en a. Et donc,
des lieux, on essaie de faire en sorte que les cafétérias soient les moins glauques possibles ou les plus accueillantes possibles. Et donc, on a des lieux auxquels on fait de plus en plus attention, qui sont des lieux, peut-être pas de recueillement, mais en tout cas des lieux de pause, à tous les sens du terme. Des lieux où l'art soit plus présent pour susciter le questionnement que j'évoquais tout à l'heure avec le piano ou l'œuvre d'art. Même chose, à la fois par conviction personnelle et peut-être parce que des discussions comme celle-là ont lieu, on y est de plus en plus attentif. En tout cas, on va essayer d'y être très attentif, et notamment dans les bâtiments qu'on va construire. Mais il y a un troisième élément dans ce que vous évoquez qui est, et qui est un peu le point de départ, qui est ces lieux-là en lien avec le fait religieux. Et là, la question, elle se complique. Et elle se pose de manière très différente, je trouve, selon nos institutions, selon nos bâtiments et là où on se trouve. Et je ne sais pas si certains sont dans la salle, mais on a eu cette discussion il n'y a pas très longtemps avec le groupe des aumôniers de l'assistance publique, catholiques, juifs, musulmans, bouddhistes. Hein. Donc on a eu cette discussion-là à l'occasion de la préparation de cette rencontre. Et je leur ai dit, voilà, à Timone, aujourd'hui, on a des lieux séparés pour chacun des cultes, plus ou moins de monde quand j'y vais de temps en temps. Il se trouve en plus, il y a l'espace éthique monté par Jean-François Mattei juste en face, donc j'y vais assez régulièrement. Certains de ces lieux-là sont très occupés, d'autres très peu. Et quand je discute avec les aumôniers, certains m'expliquent pourquoi. Le rabbin me dit, mais moi finalement, il y a très peu besoin d'un lieu pour la communauté israélite, communauté juive, très peu besoin d'un lieu, parce qu'en fait, chacun a un peu son rabbin, et que quand on arrive à des moments difficiles de la maladie, voire à l'approche de la mort, c'est plutôt le rabbin de la famille ou le rabbin de la communauté qui intervient, et dans la chambre, et donc l'espace qu'on a prévu pour le rabbin est plutôt son bureau qu'un espace. Les catholiques disent, nous on utilise beaucoup le lieu, qui est une chapelle chrétienne, mais à des moments très particuliers. Donc effectivement, si vous n'êtes pas passé entre 10h et 11h15 au moment où il y avait une rencontre, mais personne avant, personne après. Et donc il y a quelques moments dans la semaine ou dans le mois. L'aumônier me dit quelque chose de très différent. Il me dit, pour moi, le lieu est un lieu d'usage très fréquent, et effectivement j'y croise beaucoup plus de monde parce qu'il y a le rythme des prières, parce qu'il y a une pratique religieuse à la fois de la part des patients et de leur famille, et donc un rapport à ces lieux très différents. Et donc on a poussé la discussion un cran plus loin, et grâce à toi Dominique, et de se dire, ok, est-ce qu'on garde ces lieux-là par ailleurs inégalement utilisés, et puis surtout dans les nouveaux bâtiments, est-ce qu'on recrée des lieux comme ça partagés, séparés. Et puis je leur rapporte mon expérience de Paris, l'hôpital Bichat, où j'ai fini par fermer la salle multiconfessionnelle à la demande de l'aumônier, en accord avec le rabbin et avec les aumôniers catholiques, qui étaient venus me voir en me disant, l'hôpital, c'est pas un lieu pour prier. On n'a pas besoin d'une salle comme ça, et en plus, à Bichat, dans ces circonstances-là, etc., cette salle, elle nous génère plus de difficultés à gérer avec nos communautés au pluriel qu'elle ne nous résout de problèmes avec les patients, les familles. Et donc, s'ils veulent prier, on peut les accompagner prier à l'extérieur. Et d'ailleurs, ils reprenaient l'argument. Le temps hospitalier est un temps tellement court que ce n'était pas tellement dans ce temps-là que se joue l'essentiel du lien à la religion. Et donc, organisons les choses différemment. Les circonstances étaient donc très différentes. Et quand je compare même la situation de Timone et la situation de l'hôpital Nord, pour des raisons qui sont liées à l'importance des communautés musulmanes qui sont autour de l'hôpital Nord, la question se pose également de manière très différente. Et donc, je crois, mais peut-être que Dominique pourrait m'y aider, mais arriverai-je demain avec l'idée à l'hôpital Nord qu'avec un artiste exceptionnel, on puisse transcender la manière dont il est a priori conçu le lien avec le fait religieux par les communautés, par les gens qui viennent à l'hôpital Nord. Et en leur proposant un lieu comme ça, je crains qu'on ait, mais peut-être je me trompe, mais qu'on arrive à dessiner et à construire un lieu exceptionnel sur le plan artistique et qui donc fasse réfléchir tout le monde, mais pas forcément un lieu opérationnel, pragmatique, pratique, utilisé pour celles et ceux qui veulent poursuivre leur pratique religieuse à l'intérieur de l'hôpital. Et alors là se pose, et je m'en arrête là, la question de qu'est-ce que signifie poursuivre sa pratique religieuse à l'hôpital et jusqu'où doit aller l'hôpital et le service public dans à la fois le respect, c'était dit en introduction tout à l'heure, de la pratique religieuse dans un lieu semi-fermé, mais seulement semi-fermé, et à quel moment est-ce que cette pratique religieuse peut éventuellement trouver une limite et que la prière, ou que sais-je, puisse avoir lieu à l'extérieur. Et ça nécessite alors le lien entre l'hôpital et la ville, pas simplement au sens architectural et urbanistique du terme, mais la relation de l'hôpital à la ville dans la gestion des temps. Alors Dominique Marinenki a été, si ce n'est interpellé, en tout cas interrogé. Et donc, justement, en préparant cette rencontre, puisqu'on l'a préparée
au long cours ensemble, l'idée de l'accueillir. Dominique soulignait qu'au fond, c'était une des fonctions premières de l'hôpital, et de l'accueillir dans la pluralité religieuse. Voilà une question qui est sensible et majeure dans une ville comme Marseille. Nous ne mentons pas, l'hôpital accueille, et accueille tout le monde, et accueille toutes les cultures. Est-ce qu'il est là pour accueillir les cultes? C'est une autre histoire. Mais quand même, culte et culture, ça se mélange et ça se fréquente. Donc, parmi les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'hôpital garde sa fonction d'hospitalité? Et on a vu que la course à la production, à l'organisation, une course presque irréversible, gêne vraiment pour prendre le temps. Donc, c'est une décision politique que de dire on va offrir un espace que vous ne cherchez pas. Car si on rencontre les confessions, et on les a rencontrées avant de rencontrer Michelangelo, je regarde des témoins de l'époque, pendant 3 ans, les confessions et les acteurs n'étaient absolument pas d'accord. Voilà, ils voulaient une chapelle plus grande ou bien une décoration un peu neutre, etc. Et la fonction de l'art, c'est pas de rassembler, c'est peut-être de montrer, d'illustrer. Donc, dans notre expérience, ça ne devait pas marcher. La bonne nouvelle, c'est que ça a marché quand même. Et ça a marché malgré nous. Parce que ce n'était pas forcément un dada de la direction. Et à notre grande surprise, enfin à ma grande surprise, quand je suis revenu 20 ans après, parce que j'avais fait un petit passage à Paris, c'était très occupé aussi par les soignants. Et on ne va pas le négliger quand même. Si des soignants viennent prier pendant leur période de pause ou se recueillir tout simplement, même sans faire une prière religieuse. Donc, je sais que ce n'est pas simple, mais comme ce n'est pas simple d'accueillir d'ailleurs toutes les cultures et toutes les communautés, il faut le reconnaître aussi, mais c'est notre job que l'hôpital reste un lieu d'accueil pour tous. Et j'ai réfléchi donc, et pris quelques notes sur qui dira maintenant la raison d'être de l'art, on va dire de l'art à l'hôpital. Je vais vous faire une citation. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Je trouve que c'est une assez belle phrase. Bon, c'est pas de moi, hein. Bon, c'est un cadeau à Thierry Fabre, c'est son auteur préféré, c'est Albert Camus dans le discours de Stockholm. Mais voilà, c'est pas plus que ça. Mais il n'y aura jamais un consensus chez les soignants pour dire il faudrait qu'on ait plus d'art à l'intérieur de l'hôpital. Jamais. Donc c'est une décision politique. Et quand vous avez travaillé, il faut avec les architectes pour faire des bâtiments qui soient fonctionnels et beaux et qui aient du sens, ben, ce n'est pas un consensus aussi de l'ensemble. C'est notre responsabilité de mettre peut-être... parce que l'art peut ouvrir une place un peu au temps et à la spiritualité. Alors, je ne sais pas si c'est indispensable. Je crois que c'est quand même pas inutile. Et à la limite, même si ce n'est qu'un symbole, ça compte les symboles. Il paraît que ça fait tenir ensemble. Il paraît, leur vocation. Alors, Michelangelo. Cynthia Fleury, sur cette dimension-là de l'art, de l'hospitalité, vous invitez dans vos textes, notamment l'institution hospitalière, à des élaborations imaginatives. J'ai beaucoup aimé cette expression. Et je me demandais, et peut-être en dialogue pour terminer avec Michelangelo Pistoletto, si ce lieu de recueillement, ce mètre cube d'infini, ces alvéoles, cette singularité qui est née là, est-ce qu'on n'est pas au fond dans une élaboration imaginative qui a été faite par les nouveaux commanditaires et qui est non pas un modèle, mais une expérience, une trajectoire, un exemple de quelque chose qui peut avoir lieu d'être dans d'autres contextes hospitaliers, ceux que vous connaissez, puisque vous avez une chaire de philosophie à l'hôpital. Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, la chaire de philosophie à l'hôpital, donc elle est localisée à l'hôpital Sainte-Anne. Elle est localisée, en l'occurrence, dans la chapelle. Donc, je me suis souvenu, c'est revenu par... Alors, vous seriez étonné de voir quand même qu'on est très, très prosaïque hein, dans notre chapelle à nous. Il y a des bureaux, des ordis, enfin bon, bref. Mais
De fait, elle est dans la chapelle, et nous on est en bas, et au-dessus de nous il y a le Massa, c'est-à-dire le musée d'art, puisque Sainte-Anne est un haut lieu bien évidemment de conservation lié à l'art brut, et notamment les prescriptions, les ordonnances d'art-thérapie, etc. Et donc on doit avoir un des rares psychiatres conservateurs de musées, puisqu'on a ce cumul-là avec Anne-Marie Dubois, qui fait un travail exceptionnel. Donc, le Massa est au-dessus de nous, comme quoi il faut quand même parfois se souvenir, parce que moi, je ne me souviens pas de grand-chose. Donc, premier temps, en bas, donc nous, on est là, on a les aumôniers à côté, et on a l'art au-dessus. Je crois que quand même, il y a eu une volonté institutionnelle de spatialiser un peu les humanités entre elles et de les localiser dans cet endroit de la chapelle, etc. Bon, non, mais si vous voulez, sur cette question juste, je crois pas que la question, c'est pas comment on va faire de l'hôpital, en tout cas je n'espère pas, le lieu où tout d'un coup on va créer un nouveau problème sur les cultes et le fait de faire de la prière, alors que le premier acte de l'hôpital, c'est de faire du soin. Donc la question, c'est comment à un moment donné il s'avère que cette relation, encore une fois, à l'invisible, à l'incertitude, c'était dit à l'altérité, et l'altérité, c'est pas simplement l'autre, c'est la maladie qui surgit, qui fait effraction, donc c'est tout ça qu'on raconte, c'est pas simplement un fait religieux, c'est un fait existentiel, et donc dans ces lieux on a la possibilité de faire lien, de décélérer, de faire du recul, du répit, de se décentrer, voilà. Donc, même si ça n'enlève pas qu'il y aura des moments plus spécifiques pour élaborer un lien avec la religion. Alors, sur ces élaborations imaginatives, c'est un mot qui est de Winnicott, et Winnicott avait posé justement le soin comme élaboration imaginative, et ça me paraissait important de rappeler que le soin chez Winnicott s'est défini par différents termes. On se souvient, le holding, donc le fait de tenir, on tient un enfant dans ses bras, etc. Le handling, qui est plutôt le fait éventuellement de jouer avec lui, et donc on voit déjà que c'est pas que du physique, et c'est quelque chose qui vous emmène vers une posture par rapport au monde, mais c'est ce qu'il appelle aussi, Winnicott, l'object presenting, c'est-à-dire la manière dont on présente l'objet. Et en l'occurrence, ça demande de l'élaboration imaginative, puisque le premier acte qui est censé faire, on est dans les années 50, la mère, et on va dire le parent aujourd'hui, c'est de savoir présenter le monde à l'enfant pour que cette surprise ne fasse pas effraction, et que d'une certaine manière, cette surprise lui donne le désir du monde. C'est pas rien. Bon, et ça s'appelle l'élaboration imaginative. Et donc de rappeler à la dimension de l'enfance qu'évoquait effectivement. Exactement. Et donc de rappeler, si vous voulez, et d'ailleurs chez Winnicott, le thérapeute n'est qu'une fonction entre guillemets élargie de cette fonction parentale première, et donc ce qui se joue dans les temps premiers au niveau du soin, en fait, se joue tout au long de la vie. Et on sait bien que on fait transfert et on rencontre dans notre vie des tiers avec qui, ça peut être des médecins, mais c'est des enseignants, c'est des amis. En fait, dès qu'il y a cette fonction d'élaboration imaginative avec autrui, on fait alliance avec cette personne et on construit son sujet. Donc, on sait bien que notre sujet est construit par la relation qualitative qu'on a avec autrui. Donc, l'élaboration imaginative, voilà, de rappeler que le soin, c'était cette invention imaginative qui se fait et qui demande, pour le coup, qui demande du temps, qui demande d'être tranquille aussi. Et c'est vrai que la rationalisation gestionnaire n'est pas le meilleur ami de l'élaboration imaginative, pour le dire ainsi. Et est-ce que... Oui, on voit bien que l'hôpital est percuté à la fois par l'accélération technologique et par effectivement ces contraintes, je dirais, de management et qui sont parfois considérées comme brutales. Mais je voudrais venir à une question sur dans ces élaborations imaginatives.
comment l'art peut-il jouer une place selon vous? Qu'est-ce que ça... Et à partir de cet exemple, justement, du lieu de recueillement et du mètre cube d'infini. Oh, il y a plein de possibilités, parce que c'est vrai qu'on l'a dit ici sur ce rapport entre esthétique et éthique. L'art, il nous permet, si vous voulez, de produire, vous avez cité De Certeau, il nous permet, encore une fois, de produire un autre ethos, une autre manière d'être. Donc... Et pas simplement dans le fait de se confronter à l'art, hein, donc d'être simplement dans une relation de contemplation, mais dans une relation aussi, je parlais de Sainte-Anne, Sainte-Anne fait de l'art-thérapie. Alors c'est, encore une fois, c'est pas l'art comme dans sa fonction intrinsèque, c'est l'art dans sa fonction instrumentale, mais encore une fois, ça nous déplace, ça permet de nous faire à la fois découvrir quelque chose, ça produit de l'émergence, hein, ça fait que quelque chose surgit, et encore une fois, dans des moments où il y a de la peine, où il y a du sentiment déficitaire, parce que c'est ça, souvent, l'expérience première de l'hôpital, c'est une expérience de la vulnérabilité, tout d'un coup, de pouvoir... par la médiation de l'art, retrouver du capacitaire, c'est une possibilité. Donc l'art permet, et puis permet de créer très souvent un dialogue universel. Voilà, parce que malgré tout... On est dans l'ouvert. Voilà, on est dans quelque chose d'ouvert, on est dans quelque chose qui permet l'invention d'une définition. Et donc, là encore, voilà, dans quelque chose qui on va donner la parole à Michelangelo pour clore sans doute, mais voilà, donc il y a un sentiment, encore une fois, de s'ouvrir, alors que on refait le lien avec son infini fini, hein, c'est véritablement ça l'art, c'est qu'il y a un rapport à autre chose qui n'est pas soi et qui en même temps vient m'augmenter. Merci pour ces derniers mots. Je ne sais pas si Michelangelo souhaite dire un mot, mais parce qu'on a la place au débat, dans l'accueillir. Moi, je voulais juste rappeler, avec cette histoire de l'accueillir, cette phrase de Louis Massignon, voilà, qui disait si magnifiquement, pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais sans faire l'autre. Et il me semble qu'on a là ce rapport à l'hospitalité sacrée. Merci à tous les trois. Donc maintenant, nous avons une bonne demi-heure de débat, donc de prise de parole de la salle et dans la salle. Et donc il y a des micros qui vont circuler, que vous avez, c'est bon ? Donc, si vous souhaitez la parole, je vois monsieur, on va essayer de, voilà, monsieur derrière, je ne sais pas, l'un ou l'autre. C'est important aussi qu'il y ait des dames qui prennent la parole. Hein, on est, voilà. Donc, oui, tout d'abord. Des questions relativement brèves, parce qu'on a une petite demi-heure, et donc la salle est... Merci. Oui, tout d'abord, mes remerciements, nos remerciements à Dominique pour avoir pu nous inviter à un grand moment d'humanisme et digne de lumière. Lorsque j'observais ce film dans la section Voir, j'ai observé, j'en ai pris conscience qu'à la fin, que dans l'alvéole juive, personne n'était passé, que dans l'alvéole chrétienne, quelques personnes s'étaient recueillies, et que majoritairement, très nettement majoritairement, c'était dans l'alvéole musulmane que les personnes venaient se recueillir. Et en fait, je me suis dit, mais Michelangelo est responsable. Je pense que son œuvre est iconoclaste. Elle est iconoclaste à plus d'un titre. D'abord parce que dans l'alvéole des chrétiens catholiques, disons, bizarrement, il y a un crucifix d'inspiration byzantine. Mais aussi et surtout parce que chez les musulmans,
le divin est irreprésentable. Et Michelangelo, vous avez fait une œuvre qui procède du rapport à ce qui nous dépasse, disons-le, le divin, pour faire court, mise en boîte et bien ficelée, tout autant que nous pouvons le faire. Excusez-moi, monsieur, mais votre question. Pardonnez-moi. Alors, excusez-moi, mais je suis obligé Michelangelo, je suis le maître des horloges. Je suis d'accord avec vous, mais pas de tout. Mais pas de tout, en même temps. Parce que vous avez bien raison. Le mètre cube qui est là, il n'est pas une œuvre basée sur la représentation. Il n'y a pas de figure. C'est pas là vous avez il y a des religions qui par exemple les autres religions il y a la fleur, il y a les mots, mais dans la religion chrétienne il y a le Christ là qui a été choisi par les chrétiens. C'est pas moi qui a choisi le symbole. Donc vous voyez il y a la figure. Et alors là c'est le contraste entre une religion qui n'accepte pas l'imagination, c'est-à-dire ce n'est pas imaginable, le divin n'est pas imaginable, donc il n'y a pas d'image, mais c'est à travers toute l'histoire de l'image que je suis arrivé au miroir. Parce que le miroir représente l'existence. Mais quand le miroir qui représente l'existence, ce n'est pas une représentation d'un individu, c'est la représentation d'existant. Ce n'est pas la représentation d'une personne, c'est de tout le monde. C'est le monde qui pense, c'est le monde qui regarde, c'est le monde qui voit, et c'est le monde sans le monde des gens qui regardent, parce que c'est l'univers. L'univers, on ne sait pas si l'univers il pense ou pas. Nous, on sait que l'univers, on a donné la pensée à l'univers. L'être humain, dans sa création, produit la pensée sur les choses. Donc, même les musulmans, ils pensent, donc ils utilisent la vision de l'existant, de l'univers. Le mètre cube n'a pas de figure. Tu ne vois pas la figure, il n'y a pas de représentation. Donc c'est pourquoi c'est bien pour toutes les religions. Parce qu'il n'y a pas de représentation. Mais dans les miroirs qui sont là, il y a la représentation de l'univers même dans lui-même. Donc c'est la représentation sans représentation. C'est ça que vous comprenez? Merci. Je vous donne bien raison. Première. Donc il y a une demande de question au fond. Je crois qu'on va passer le micro. Oui, j'ai une petite question qui est relativement... Bonjour. Le mètre cube est bien pour toutes les religions, qu'ils soient représentatives ou pas. Parce que c'est la représentation réduite à son renversement. Voilà. Une autre question, monsieur. Oui, j'ai une petite question qui est confuse, y compris pour moi, mais je vois bien en gros qu'il y a plusieurs régimes de temporalité qui traversent l'hôpital. Il y a à la fois cette accélération du temps dont parlent aussi des gens comme Hartmut Rosa, etc. Et après, quand même, ce qui est découvert lors de l'épisode maladie, c'est la durée, et la durée biographique, avec cette rupture biographique que constitue la maladie. Et puis ensuite, viennent d'autres temporalités, la mémoire des soins, qui est des fois une mémoire de type un peu post-traumatique. On revient sans arrêt avec des associations qui reviennent pour dire le moment du soin. Et puis, il y a ces temporalités terribles qui sont les temporalités médicales, comme par exemple avec ce que l'on appelle la rémission, qui est un temps qui est à la fois du temps commun, mais en même temps un temps menacé. Et ce qui me semble, c'est que quand même à l'intérieur de ce lieu sacré, c'est qu'il y a quelque chose dont on a finalement relativement peu parlé, si ce n'est au début, mais pas ensuite. C'est que quand même, il y a à peu près 5000 petits verbatims qui sont déposés.
Et ces verbatim, ils prennent le temps aussi de s'écrire. Et par exemple, il peut y avoir un verbatim qui dit mon Dieu, faites que X guérisse. Et puis ensuite, 3 semaines après, on a mon Dieu, faites que X ne souffre pas. Et puis ensuite, on a mon Dieu, accueillez cette personne dans votre paradis. Et je pense que quand même, s'il y a une dimension sacrée, c'est peut-être aussi celle d'écouter la plainte. Et la plainte, elle se situe entre la solitude de la douleur, l'extrême solitude de la douleur et de la maladie, et en même temps le code commun dans lequel on peut parler à un autre et on peut espérer qu'un autre nous entende. Et moi, il me semble qu'il y a peut-être une dimension religieuse à l'hôpital et qui est excessivement importante, c'est d'avoir ces lieux, je ne sais pas s'il faut les appeler religieux, mais en tout cas qui sont ces lieux qui accueillent les plaintes. Et ce que je trouve très beau, par exemple, dans le travail de Béatrice, c'est qu'elle met simplement dans ses cahiers, elle note « vu ». C'est presque rien. Sauf que quelqu'un a entendu cette plainte dans son immédiateté. Et je pense que là, il y a quelque chose qui touche au sacré et qui, en même temps, est de l'ordre du possible pour l'hôpital. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous savez, on a commencé la journée par là, et ce n'était pas tout à fait un hasard. Il y a une demande de parole au fond. Donc je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour à tous. Moi, ce qui me gêne dans ce lieu de recueillement... Vous pouvez bien parler devant le micro ? Voilà. Oui, ce qui me gêne dans ce lieu de recueillement, c'est ce colis qui ressemble à un carton de déménagement qui n'a pas été ouvert. Je suis désolée, hein, mais je dis ce que je pense. Et c'est encombrant même. Ça paraît pas un lieu... Est-ce que vous avez déjà fréquenté ce lieu ? Vous êtes déjà allé ? Non, mais je trouve que ce carton, ça ressemble à un carton de déménagement qui n'a pas été ouvert. Et puis c'est encombrant, c'est pas vraiment accueillant. Pour moi, hein, je trouve. Allez-y, madame, allez-y. Je pense que voilà, le mieux c'est d'aller voir ou de regarder les images. Oui, très bien, c'est un témoignage. Une autre question ? Ce que je vois là, c'est voilà. Une autre question, c'est mon madame ? opinion. Merci. Je vous en prie. Toutes les opinions sont ouvertes. Ce carton. Oui. On essaie de s'écouter, on a encore pour un petit quart d'heure. Oui, bonjour. Parlez bien devant le micro. Merci. Alors, je prends la parole peut-être un peu maladroitement. Alors, je suis très touchée par cette journée à plusieurs titres parce que j'ai été patiente à l'IPC encore assez récemment. Et donc, je suis soignante en milieu hospitalier public. Je suis croyante pratiquante, chrétienne catholique, et je suis investie dans le dialogue interreligieux. Et donc, je suis touchée à plusieurs titres. Et donc, pour répondre peut-être à madame, alors moi, je n'ai pas pu bénéficier de ce lieu tant que j'étais hospitalisée, puisque je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Je l'ai découvert après. Et ma première réaction a été un peu mitigée, c'est vrai. Je pense que c'est une œuvre, c'est un lieu, c'est un espace, c'est un temps qui se laisse découvrir. Et on a besoin de ce temps et d'explications. Et les explications, en fait, permettent de rentrer dans une démarche et d'ouvrir dans une d'être dans une ouverture par rapport à son message, à ce qu'il signifie. Et notamment, tout à l'heure, on a exprimé le fait qu'on se retrouvait ici dans notre humanité blessée. Et donc, dans l'interreligieux, on quitte un peu des considérations théoriques, académiques, pour se retrouver à hauteur de visage, comme diraient certains philosophes. Et donc, c'est un lieu qui a le mérite d'exister, qui, pour moi, doit exister. Et en tant que soignante à Marseille, on sait que la question du religieux n'est pas tabou ici, puisque les communautés sont très présentes, les communautés de croyants. Et je pense qu'à l'hôpital où je travaille, on aborde les questions religieuses assez aisément, et on aurait un lieu pour déposer, alors de façon soit très religieuse, dans la piété, ou alors simplement dans un espace de répit. Enfin, il y a plein de mots très très beaux que j'ai beaucoup appréciés, où je me retrouve beaucoup, les uns et les autres. Pour moi, l'art, la beauté de l'art et cette découverte progressive permet de prendre au sérieux cette partie de notre être, qui est l'âme, qu'on pourrait appeler le subconscient, le surmoi, je ne sais quoi. Et le fait de prendre
au sérieux cet aspect de notre être contribue à prendre, à respecter toute notre humanité dans sa globalité. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage très fort, pour prendre soin. Est-ce que, une soignante, François Crémieux, est-ce que vous souhaitiez réagir à ce témoignage de quelqu'un ou Norbert V? Non, ce que m'inspire à la fois la remarque sur l'œuvre et votre remarque, madame, c'est quand je reprends mon exemple tout à l'heure sur le fait qu'on va construire donc, ce nouveau bâtiment femme par enfant, donc on est en train de commencer à réfléchir à quoi doit ressembler le hall. Ce hall, la manière dont on va rentrer dans ce futur bâtiment. Et donc, il peut arriver un certain nombre de réponses spontanées. Il faut que ce soit un hall, donc femmes, parents, enfants. Vous imaginez que c'est à la fois de la pédiatrie, de la gynécologie obstétrique, une maternité. Et donc, première remarque, il faut que ce soit un endroit gai, il faut que ce soit un endroit accueillant. En gynécologie, on ne vient pas que pour des raisons gaies. Et en obstétrique, on repart parfois pour des raisons très tristes. La pédiatrie, on peut avoir comme premier abord qu'il faut que ce soit un endroit gai dans lequel il y ait des jeux pour enfants, etc. La pédiatrie, c'est à la fois des enfants qui vont bien mais qui viennent à l'hôpital, des enfants qui vont mal mais qui vont guérir, des enfants qui vont mal et qui vont mourir. Et parmi eux, des parents qui vont vivre tout ça. Et donc la question, et je trouve que là aussi se pose la question de la place de l'art, c'est quelle est l'œuvre d'art qui, à l'entrée d'un bâtiment de ce type-là, va pouvoir permettre de faire que tous, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit enfant, ado, guéri ou pas, qu'on vienne pour une IVG ou qu'on vienne pour un accouchement, qu'on vienne, etc. Quelle est l'œuvre d'art qui va permettre que dans ce hall, chacun puisse finalement projeter les émotions avec lesquelles il ou elle arrive et trouver une forme d'apaisement. Et la difficulté, et c'est là que je ne suis pas artiste et que je pense que le métier d'artiste est compliqué, c'est qu'il va falloir que l'art réussisse à faire une somme de tout ça et à faire en sorte que nul ne soit choqué par l'œuvre. Et je pense qu'il est compliqué dans des lieux où, ce que disait Norbert tout à l'heure, on pense que l'hôpital est un et que les patients sont les patients et que les soignants sont les soignants. Non, l'hôpital est extrêmement multiple, les patients sont extrêmement variés, les soignants le sont aussi. Donc voilà, je trouve que ça pose cette question-là et donc je me semble que ce cube permet en tout cas ça. Chacun projette dans le cube ce avec quoi il a, ses émotions et probablement qu'il en ressort autre chose. Il y a des patients impatients aussi. Norbert V. Mais merci en tout cas pour votre témoignage qui est très beau. Bon, vous rappelez que parfois l'accès à l'art n'est pas toujours simple et immédiat, donc il faut parfois prendre le temps, et je pense que c'est le cas pour cette œuvre. Mais dans ce que vous dites, il y a aussi une notion qu'on n'avait pas abordée, qui est qui tient à la nature particulière, sa conception, le fait qu'il s'agit d'une œuvre d'art, c'est que c'est en fait plus une invitation qui est proposée. Et dans ce sens-là, je pense que ça fait aussi appel à une notion que M. Pistoletto a évoquée dans la matinée, qui est celle de la liberté. Alors à un moment où on parle d'empowerment des patients, qui veut dire leur donner le pouvoir d'agir, et du coup c'est à l'évidence respecter leur liberté, ce lieu-là aussi, je pense, s'inscrit dans cette démarche. Il y a place encore pour quelques questions. Oui, madame. Levez bien la main. Ah, il y a une question au fond, puis après on va vous donner la parole. Voilà. Mais si vous pouvez vous lever, parce qu'on ne vous voit pas bien d'ici. Oui, j'aimerais poser une question à l'artiste, si possible. C'est la question de la reproductibilité de son œuvre dans d'autres lieux. Parce que c'est comme si ce lieu-là, il y avait une unicité de ce cube à Paoli Calmette. Est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à le reproduire dans d'autres lieux, mais est-ce que ça prendrait forcément la forme du cube, où il y aurait quelque chose à inventer avec un lieu différent, quoi? Est-ce que le cube pourrait être ailleurs? Est-ce qu'on pourrait reproduire? Vous voyez, ce cube peut être mis dans un musée d'art, et c'est une œuvre d'art. Ou peut être mis dans un musée de sciences, et c'est une œuvre scientifique. Vous pouvez le mettre dans un lieu de religion, et peut-être et hôpital et de soins, et peut-être religieux. Il est artistique, il est philosophique, il est scientifique. Mais il est vraiment phénoménologique. C'est la phénoménologie. C'est un phénomène qui regarde n'importe quelle direction de la pensée.
Mais ce cube, quand il est mis là au centre des religions, a une signification précise, celle de la pensée, de la pensée et de la sensibilité de la pensée qui est recherchée par l'être humain à travers les religions, qui se retrouve au centre, scientifiquement. C'est une réponse scientifique à la religion. C'est ça. Et donc, là, les religions peuvent penser qu'il y a l'émotion, et l'émotion peut se retrouver et se combiner avec la raison. C'est la relation de l'émotion et la raison qui doivent équilibrer. C'est l'équilibre entre ces deux. Et je trouve, pour moi, surtout dans cette situation, que ce mètre cube donne ce maximum. Parce qu'il amène à toutes à la philosophie, à la religion, la sensibilité, aux besoins, à l'humanité. C'est le meilleur musée pour ce cube. Ce n'est peut-être pas autant le musée des sciences, le musée de l'art, mais le musée de la religion. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Je suis aumônier de santé catholique au service de tous les cultes à l'hôpital de la Seine-sur-Mer qui dépend de l'hôpital de Toulon, pour faire rapide. Moi, je me trouve face à... Alors, je ne suis aumônier que depuis 1 an. Je vous remercie pour tout ce qui se passe ici. C'est très beau. Ça nous nourrit. Je pense que tout le monde est d'accord en ce qui concerne la soif, que ce soit des patients, des aumôniers, de la société tout entière, de trouver des lieux de répit et de recueillement. Enfin, on les appelle tellement... Enfin, ça va rejoindre chacun personnellement. Très prosaïquement, aujourd'hui, moi, j'ai un lieu de culte... l'aumônerie dispose d'un lieu de culte qui est proposé aux patients, aux usagers, et éventuellement aux soignants, qui est très grand. Et ben voilà, ça y est, il est récupéré parce que c'est la course au mètre carré, qu'il n'y a pas beaucoup d'argent quand même à l'hôpital. Et je voulais savoir comment on peut... je pense qu'il faut être plusieurs, il faut être nombreux, ça c'est sûr, mais comment on va retrouver les directions d'hôpitaux, comment on va retrouver les financeurs pour réfléchir et trouver une élaboration, alors on espère artistique, parce que ce qui est fait globalement au sein des aumôneries, dans les lieux multicultes, c'est pas très joli en fait, pas très beau. On en reparlera peut-être cet après-midi, je crois. Mais j'aimerais savoir, Monsieur Crémieux, comment vous écoutez, comment les directeurs d'hôpitaux publics sont à l'écoute de ces demandes et comment on trouve les financements et les équipes pour mettre en place de tels lieux dédiés. Merci. Donc, merci pour cette question. Et donc, François Crémieux a été directement interrogé. Si ce sont des espaces sacrés, normalement, on ne doit pas on peut pas les réduire. Mais bon, question des mètres carrés et de la façon dont on peut gérer l'hôpital avec cette exigence-là J'ai un peu du mal à vous répondre directement, puis je ne sais pas exactement quelle est la situation à la Seine-sur-Mer. Je crois, ce que m'assure à votre question, c'est d'une part, je ne suis pas sûr que ce soit une question d'argent. Alors vous avez peut-être trouvé que je fais de la provoque en étant moi du côté de la direction, mais je ne crois pas que ce soit une question d'argent. C'est-à-dire que l'ensemble de nos budgets hospitaliers sont sans commune mesure par rapport aux questions qui sont posées pour une salle ou pour une autre. Et donc, j'en déduis qu'il y a probablement quelque chose d'autre derrière que la seule question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas 1 000 ou 2 000 euros ou 5 000 euros pour repeindre, faire propre, etc. Là où n'importe quel chef de service qui pousserait une gueulante un peu forte les obtiendrait dans le... Donc, c'est probablement pas seulement une question d'argent. Est-ce que c'est une question de mètre carré ? Oui, en partie, mais pas que non plus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des arbitrages dans les hôpitaux et il y a de la pression pour les mètres carrés. Et rarement, quand une pièce est vide, elle le reste longtemps. Néanmoins, ce qui est vrai pour la salle que vous décrivez est probablement vrai pour d'autres lieux. Et donc, je pense qu'il y a surtout derrière l'absence de consensus sur le fait que la question que vous posez est une question majeure à résoudre aujourd'hui dans les circonstances où vous êtes, dans l'hôpital où vous êtes et par rapport aux autres difficultés de l'hôpital. Et probablement qu'il y a l'idée, y compris du directeur d'hôpital, j'en sais rien, mais que cette salle serait plus utile
à autre chose qu'un lieu de culte. Et donc, pardon, c'est pas une réponse, mais je suis pas sûr que vous en attendiez une, mais je suis pas sûr. Voilà, je pense que la question, c'est vraiment la question qui est posée tout au long de cette journée sur ce qu'est le sens et l'importance de ces lieux, de ces moments, de ces espaces, etc. Et non pas tellement à la fin des fins de savoir si on a l'argent, la salle et la clé de la porte. Il faudra l'argent, la salle et la clé de la porte, mais si la question est résolue en amont de l'importance de ce lieu, alors on les aura. Et donc je pense qu'effectivement, ce qui est posé à l'hôpital, et peut-être une dernière remarque, c'est est-ce qu'on est collectivement d'accord sur l'importance de la journée? Je ne le crois pas. C'est-à-dire qu'ici, oui, certainement, mais est-ce que dans nos quotidiens hospitaliers, la question du jour est une question majeure et prioritaire? La réponse est non. Il y a toute une série d'autres questions qui viennent d'avant. Et je trouve que l'une des difficultés, et après c'est quand même de prendre conscience à quel point il y a une déconnexion de plus en plus grande entre le temps et l'espace, entre le temps de la maladie, le temps des malades et l'espace hospitalier. On disait tout à l'heure, les infirmières souhaiteraient plus de temps pour réfléchir au sens de leur travail. Est-ce que c'est plus de temps dont elles ont besoin ou est-ce que c'est de se bouger dans des espaces différents? On est en train de créer des centres de santé, pardon d'être un peu plus loin de la salle, mais on est en train de créer des centres de santé dans les quartiers nord. Il y a deux raisons à ça. Un, il y en a besoin. Deux, je pense que ça donne énormément de sens au travail de tous ceux d'entre nous qui sommes à l'intérieur de l'hôpital. Et ce n'est pas du sens que l'on trouve par plus de temps pour y réfléchir, c'est du sens que l'on trouve par le fait que nous investissons des espaces en dehors de l'hôpital qui par ailleurs donnent du sens à ce qui se passe dans le temps hospitalier. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le consensus dont vous auriez besoin pour dire que la salle doit être préservée, qu'elle doit être multiculturelle ou chrétienne, j'en sais rien, qu'il faut y mettre un peu d'argent et un peu de peinture. Voilà, réponse un peu distancée par rapport à la question. Non, mais votre problème relève d'une question plus profonde que la question de la cette salle. Cette question plus profonde, c'est justement celle qu'on a mise sur l'agenda de toute cette journée de réflexion interdisciplinaire, pluridisciplinaire, et donc portée par l'Institut Paoli Calmette, par Aix-Marseille Université. Je salue la présence de son président, Éric Berton, et évidemment par la ville de Marseille. Une dernière question avant une prise de parole majeure de trois interlocuteurs qui ont fait naître cette journée et qui ont envisagé son devenir. Pour François Crémieux souligner combien l'enjeu du sens était en amont des mètres carrés, des budgets, etc., pour au fond faire émerger cette dimension politique dans l'espace de l'hôpital, de la possibilité de lieux de recueillement qui répondent à une attente extrêmement profonde. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bonjour. Bonjour à tous. Je suis une élève du lycée Rempart. Nous sommes venus aujourd'hui pour une sortie scolaire et je souhaiterais intervenir au sujet de l'œuvre d'art. La seule question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas de traces de mémoire. Toutes les personnes qui ont pu se recueillir dans ce lieu ou autre, on n'a pas de souvenirs ni d'empreintes qui sont restées dans ces lieux. Et c'est l'une des choses que je trouve assez dommage. Donc la seule chose que je pourrais modifier ou vouloir ajouter, c'est pas forcément une marque qui va modifier le lieu, mais ne serait-ce qu'une petite trace écrite pour qu'on puisse construire une histoire ensemble. Ça pourrait encore plus nous unir les uns des autres. Et voilà. Écoutez, d'abord, merci de votre présence. Merci. Merci. On est très heureux que des élèves soient partie prenante de cette journée de réflexion et de rencontre. Eh bien, écoutez, on va répondre très facilement à votre demande, puisque ce petit livret, le livre de recueillement, qui recueille les traces de ceux qui sont venus dans ce lieu existe, et on va donc pas plus tard que tout de suite vous l'offrir. Et donc voilà, il existe. Il y a des traces qui sont celles que l'on a essayé de faire entendre à l'ouverture même de cette journée, qui sont des traces sonores, donc de Cécile Février et Clément Lemarié, et qui seront très certainement sur un site dédié notamment à l'Institut Paoli Calmette et du lieu de recueillement. Et puis, il y aura probablement, c'est en discussion, une trace à venir
avec la publication d'un livre autour, non pas pour être le miroir de cette journée, mais pour la prolonger, pour donner des fragments de sens et le partager au mieux. Donc, vous voyez, on a une grande préoccupation de ce qui peut faire trace. Merci beaucoup. Vous restez dans la salle, donc 2 minutes pour qu'on puisse aller au pupitre. Et puis, il va y avoir 3 prises de parole importantes à l'occasion de cette journée. Merci à Cynthia Fleury, à François Crémieux et à Norbert Bervé.